Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire avec Amancio Sampaio. Je vous propose une nouvelle étape de notre tour du monde des pratiques, des bonnes pratiques environnementales. On va parler des marques de lessive aujourd'hui avec un dilemme à résoudre. Comment garder des produits pratiques et efficaces tout en réduisant leurs impacts sur la planète. Le débat de cette émission, il porte sur le boom du vélo, notamment dans nos villes. On se demandera comment donner une nouvelle vie aux milliers de bécanes qui terminent à la casse. Et puis on verra comment la cyclo-logistique prend de plus en plus de place pour livrer nos colis. Enfin, dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, on va chausser les baskets, les sneakers éco-responsables de Mico. Voilà, hygiène, mobilité, habillement, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. C'est le tour du monde d'Amancio. Bonjour Amancio Sampaio, bienvenue. Bonjour, vous allez Thomas. Bien vous êtes consultant, je le rappelle, en stratégie d'entreprise. Vous partagez avec nous votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer les mutations de nos modes de consommation. Et donc on parle lessive aujourd'hui. Oui, voilà. En fait, je proposais de discuter aujourd'hui des produits lessives. Parce que c'est vrai que c'est un bon exemple d'un dilemme. Parce que d'un côté, on veut la performance, on veut voir la commodité, mais d'autre part, il y a un impact environnemental assez important qui doit être réduit. Vraiment, la question qu'on va se poser, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à voir les objectifs fonctionnels des produits de lessive en ayant un impact moindre sur l'environnement. Oui, et comme d'habitude, vous allez nous proposer un certain nombre de solutions et partager des bonnes pratiques. Il faut d'abord parler du secteur. C'est un secteur qui pèse lourd. Ouais, comme vous le savez, j'aime bien parler des secteurs où il y a assez d'échelle. Comme ça, il y a pas mal d'impact. C'est aussi le cas ici de produits lessives, c'est-à-dire il est valorisé à environ 68 milliards de dollars par année, avec une croissance estimée à environ 4% par année. Et qu'est-ce qui va amener cette croissance-là? C'est vraiment, d'un côté, l'augmentation populationnelle. Deuxièmement, une tendance sur une façon meilleure de vivre. Ça veut dire, là, dans les cas, c'est l'hygiène. Et en plus de ça, il y a aussi une amélioration du pouvoir d'achat qui permet une plus grande pénétration des machines à laver la lessive, qui est justement plutôt très prononcée dans les pays en développement. Donc, ça veut dire, avec cette dimension-là, nous voyons en fait une croissance assez importante de ces segments et le besoin en fait de comment est-ce qu'on arrive à réduire son impact. Alors ça, c'est évidemment des tendances très lourde, mondiale dont on parle, parce que si on parle d'inflation, on a vu qu'il y avait des arbitrages sur les produits d'hygiène en France en ce moment à cause de la baisse du pouvoir d'achat. Donc la lessive, on peut évidemment l'acheter sous plusieurs formes. Quelle est celle, si on continue de décrire un peu le secteur, quelle est celle qui se vend le plus? Ouais, et même avant de parler de ça, il faut déjà dire aussi, je parlais de valeur. C'est intéressant aussi, c'est la notion de volume. Et là, c'est estimé à 78 millions de tonnes de lessive qui sont produites par année. Et là, il y a des différentes catégories. Quand on voit les différentes catégories, la plus grande, c'est la lessive en poudre, qui correspond à environ 43% du total. Ensuite, tout près, il y a la lessive liquide, qui est en croissance, et c'est très proche. Et pour finir, il y a des segments émergents, qui sont les capsules et les tablettes. D'accord. Qui vont dans cette direction. Et c'est important de parler, en fait, des différents segments, parce qu'il y a en fait des migrations. Si on considère de volume constant, même une migration d'un type à un autre type de lessive va avoir des impacts différents sur l'environnement. Oui, et donc nos choix de consommateurs vont aussi avoir un impact sur l'environnement. Alors, on va les détailler, ces différents impacts. Les différents impacts, c'est-à-dire tout au long du XXe siècle, il y a des produits chimiques qui ont été rajoutés dans les lessives, justement pour augmenter sa performance et aussi la différenciation des produits. Ces produits chimiques, ça va être les phosphates, les agents de surface, les blanchisseurs, les parfums, voilà, les colorants. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs éléments chimiques dont certains peuvent avoir des impacts pour la santé et pour l'environnement. Si on commence, là j'avais mentionné les phosphates. Les phosphates, ça va marcher en fait d'une façon qui, s'il arrive dans les cours d'eau, ils vont encourager en fait la prolifération des algues, donc enlève l'oxygène et impacte la vie aquatique. C'est un phénomène qui est connu depuis assez longtemps, donc depuis les années 70, 80, il y a plusieurs pays qui ont émis des limitations dans l'utilisation des phosphates dans les produits de lessive. Et pour mentionner, en Europe par exemple, c'est interdit
dit déjà depuis plusieurs années. Alors si on parle des agents de surface maintenant. Ben voilà, les agents de surface aussi, ils ont un impact. S'ils ont des hautes concentrations, de réduire l'oxygène dans l'eau, il peut nuire à la peau des poissons directement et en plus impacter l'efficacité des stations de traitement des eaux usées. Donc assez problématique. Et pour finir, il y a d'autres produits chimiques aussi, une variété qui certains peuvent être impactants, des allergènes pour la santé et pour l'environnement. Et alors la complication pour nous, consommateurs, c'est de s'y retrouver, quoi. Comment s'y retrouver, comment détecter finalement le produit éco-responsable? C'est vraiment pas évident de trouver. En règle générale, qu'est-ce qu'on va dire? Une solution, c'est de chercher les produits à base des plantes naturelles, en utilisant de la biotechnique, biodégradable. Et c'est là où ça réside les dilemmes, parce qu'il faut pour chaque consommateur trouver la solution à son problème, parce que la problématique de la lessive, c'est différent des cas à un cas, et en ayant cette solution avec moindre impact. Donc, il faut parfois sélectionner, tester et trouver la meilleure solution où il y a un meilleur équilibre entre résultat et impact sur l'environnement. Bon, là, on a parlé de la lessive elle-même. Si on parle des emballages maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quand on parle des emballages de lessive, je crois qu'on peut vraiment se focaliser sur l'emballage de la lessive liquide, parce que très souvent, elles viennent en bidon plastique. Pour donner une idée des grandeurs, seulement aux États-Unis, c'est 700 millions de bidons plastiques par année pour la lessive, dont seulement 30% sont recyclés. Donc on peut voir déjà là l'impact qu'il va avoir déjà la lessive liquide. Et une marge de progression, voilà. Ça c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? C'est vraiment, il y a des alternatives de lessive ultra concentrée, donc il y aura moins de volume, des emballages biodégradables ou bien recyclables, ou encore mieux, en fait, des emballages réutilisables qu'on a parlé précédemment aussi, c'est que permet en fait les achats en vrac. Et en plus de ça, quand on parle des produits de lessive liquide, c'est que c'est très intéressant, c'est qu'ils sont encombrants, ils sont lourds, ils prennent de la place, c'est beaucoup d'efforts pour les transporter, mais c'est à 80% de l'eau. Donc c'est inutile et ça augmente encore l'impact carbone de toute la filière logistique liée à cette industrie. Évidemment. Alors, il faut peut-être décrire, on a parlé du secteur en globalité, qui sont les géants du secteur et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font pour réduire leur impact? Ouais, c'est un secteur assez concentré. En fait, nous avons Procter & Gamble, Unilever et Henkel, qui à eux trois représentent 40% du marché global. C'est vrai qu'il y a des efforts avec l'innovation produit pour atteindre les objectifs de consommateurs, justement, de performance avec un moindre impact. Je crois qu'on peut utiliser un exemple. Récemment, l'année dernière, en fait, il y a Unilever qui a lancé de nouvelles capsules plus durables, avec une bonne inclusion de produits sur la base des plantes, biodégradables, avec une plus petite emballage, un carton, et en plus de ça, qui a une très bonne performance à l'eau froide. Ça veut dire que là aussi, on peut réduire l'empreinte carbone de la lessive, et en plus de ça, comme ils mentionnent, ils peuvent réduire en fait la consommation du plastique d'environ 6000 tonnes par année. Si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, pour être assez diverse dans les exemples, je peux mentionner l'entreprise KO, K-A-O, japonaise, qui, elle, en fait, a développé aussi, elle a une lessive ultra concentrée, et a développé une nouvelle technologie pour utiliser comme produit principal un déchet de la fleur de l'huile de palme. Donc ça, c'est le produit principal d'origine naturelle. Et en plus, ils utilisent des emballages aussi qui permettent les refils, donc pour réduire l'impact. Donc comme on peut voir, en fait, il y a urgence de réduire l'impact de cette industrie qui est quand même essentielle pour l'hygiène. Et on peut voir que du côté réglementaire, du côté des industriels, il y a des efforts qui sont faits dans la bonne direction. Alors ça, c'est toujours la question, est-ce que ça bouge assez vite, notamment pour ces géants du secteur? Comme vous nous le disiez, c'est un secteur très important, donc avec un impact important, et on en attend peut-être plus de volonté ou de rapidité dans la mutation. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Thomas, je trouve que ça, c'est vraiment la très bonne question. C'est est-ce que ça bouge rapidement et d'une façon assez décisive, en fait, pour faire la transformation de cette industrie. C'est-à-dire les industriels aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils mettent les ressources nécessaires, avec la célérité nécessaire aussi, pour encourager les développements des produits et la conversion, c'est-à-dire l'éducation aussi des consommateurs, qui va amener à des lessives qui ont de la performance, qui aussi réduisent l'impact. Par contre,
s'ils ne travaillent pas en fait pour pour mener la transformation, ils risquent bien de subir en fait la disruption de leur modèle de négoce par de nouveaux entrants aussi, que eux, ils vont pas avoir les mêmes contraintes économiques de changer l'outil de production et aussi la chaîne d'approvisionnement. Ouais, donc la prise de conscience, elle est là, l'accélération, on l'attend encore, mais elle peut être suscitée, on va dire, par les nouveaux entrants qu'on imagine. Merci beaucoup. Je veux bien. Merci Amancio Sampaio et à très bientôt dans Smart Impact. On passe à notre débat, le vélo, les mobilités douces, le vélo qui gagne du terrain. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le symbole de la mobilité douce. Il s'impose de plus en plus dans nos villes. On parle du développement du vélo avec Stéphane Toutain. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes le directeur général d'Urbit. En visioconférence avec nous, Karim Tarzaïm. Bonjour. Vous êtes Bonjour. Président de Célérifère. Urbit, c'est une entreprise suédoise créée en 2014 qui a basculé vers la cyclo-logistique, c'est le terme qu'on emploie en 2019. C'est quoi? C'est une alternative à la livraison classique? Alors de manière assez générale, oui. La cyclo-logistique, c'est tous les modes de transport pour lesquels on va utiliser le vélo comme outil de mobilité. D'accord. Assez simplement. Vos enjeux, ils deviennent de plus en plus importants parce que le e-commerce prend une place de plus importante dans nos vies, quoi, si on cherche à évaluer l'impact des différents secteurs de notre économie. Absolument. Donc si on regarde globalement, le transport, ça représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, vous l'avez dit très justement, une augmentation de l'activité du e-commerce. Ouais. C'est environ 1,6 milliard de colis qui sont livrés et exportés en France chaque année. Et donc, effectivement, le vélo apparaît comme une alternative pertinente pour aller... Voilà, imaginer des mobilités plus douces et un peu plus responsables. Et alors, 2019, c'est le virage pour Urbit, mais ça prend vraiment... la croissance est importante depuis combien de temps? Alors, la croissance a été très forte depuis 2020. Voilà, on continue à observer une accélération qui est, je dirais, conditionnée par deux facteurs. Le premier, c'est une demande qui est en constante augmentation, même si on peut constater un petit tassement aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, une volonté à la fois des entreprises et des consommateurs d'aller vers des modes un peu plus responsables. Ouais. Je me tourne vers vous, Karim Tarzaïm. Célérifère, c'est une marque vendéenne. Vous nous aidez à changer nos habitudes de déplacement, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. On est une marque vendéenne qui a vocation à proposer de la mobilité douce et éco-responsable aux entreprises, notamment celles qui ont lancé en fait une démarche RSE au travers d'un bilan carbone. Et souvent, dans 90% des cas, c'est le déplacement qui revient en premier lieu pour décarboner sa mobilité, puisque comme l'a dit mon collègue, à 30%, la mobilité c'est 30% environ d'impact carbone. Et le domicile-travail, notamment l'autosolisme de la voiture, c'est le principal poste de carbone lorsqu'on fait son bilan global. Et donc, on a vu, pendant que vous nous parliez, apparaître une photo de l'un de vos vélos. Vous reconditionnez nos bécanes, là, nos vieux vélos, c'est ça l'idée? Oui, l'idée, c'est en fait, on a fait un constat, exactement comme notre trottinette électrique, on part de déchets pour la constituer. Et là, la plupart des pièces de vélo et surtout les cadres de vélo qui sont quand même le socle global du vélo sont tous faits pour la plupart en Asie. Il y a bien sûr quelques fabrications françaises qui sont extrêmement chères. Et plutôt que de se dire les cadres sont remplis de vélos, l'idée c'est de récupérer ces vélos, ces cadres qui sont déjà certifiés. Et puis c'est en fait leur redonner une seconde vie. Moi j'ai travaillé longtemps chez Valeo, on achetait des démarreurs et des alternateurs dans les casses et on redonne une deuxième vie, c'est ce qu'on appelle des pièces adaptables. Et l'idée c'est d'appliquer cette méthode industrielle qui est vieille de plusieurs dizaines d'années au vélo et donc récupérer des vélos, les démonter, sabler les cadres, les repeindre et puis les remonter entièrement avec ce qu'on appelle faire l'upcycling, donc faire du neuf avec du vieux en modernisant avec des batteries connectées et des moteurs électriques intégrés. On parlera dans un instant de votre usine implantée à Montaigu. Vous êtes en Vendée, je le disais, Stéphane Toutain, je reviens vers vous. Si on parle, alors on parle de cyclo-logistique, mais jusqu'à quelle taille de colis on peut livrer à vélo? C'est une très bonne question. En fait, on sait faire beaucoup de choses. On sait faire jusqu'à des déménagements en vélo. On peut déplacer des canapés, des machines à laver. Oui. Le véritable enjeu, c'est la mesure économique. C'est-à-dire que, bien évidemment, le surcoût pour aller déplacer un canapé en vélo est forcément plus élevé puisqu'il y a une question de massification. Oui. Le vélo est, à mon sens, particulièrement adapté pour les activités de livraison de colis aux consommateurs particuliers, mais ça marche également pour les boutiques, où l'enjeu de densité va nous permettre d'avoir des coûts de production plus faibles et donc d'avoir un recours un peu plus massif au vélo comme outil de livraison.
Si on fait le match entre un livreur à vélo et un livreur en voiture, lequel est le plus rapide dans une grande ville ? Alors c'est une très bonne question, je vais prendre les statistiques parisiennes. Oui. Déplacement d'une voiture dans Paris, c'est 13 km/h en moyenne. Déplacement d'un vélo en moyenne dans Paris, c'est 16 km/h. Okay, on se déplace plus rapidement en vélo qu'en voiture, très largement. On peut parler également des conditions de stationnement. Toutes choses égales par ailleurs, c'est quand même un petit peu plus simple de stationner un vélo à proximité du consommateur. Même un vélo cargo, un vélo de livraison ? Même un vélo cargo, l'emprise au sol est toujours beaucoup plus faible qu'un véhicule traditionnel. Voilà, donc la victoire pour le vélo, je dirais, l'enjeu étant la quantité de colis qu'on va pouvoir transporter, qui est clairement, avec le temps, un avantage pour le vélo. Je voudrais qu'on parle quand même du métier de livreur, parce que c'est devenu un peu le symbole du nouveau lumpenprolétariat, de l'ubérisation négative, parce qu'elle n'est pas que négative, mais de l'ubérisation négative de notre économie. Comment vous répondez à ce défi-là ? Alors on y répond de manière très simple, on a fait l'enjeu de la professionnalisation. Donc l'intégralité de nos livreurs aujourd'hui sont salariés CDI. On a fait le choix effectivement de la formation, de la déprécarisation, de l'accès à des besoins fondamentaux que sont le logement, la santé, typiquement. Et on est aujourd'hui en mesure de démontrer que c'est un modèle qui fonctionne. Alors effectivement avec un petit peu plus de challenge, mais pour avoir une solution qui soit pérenne et qui réponde aux besoins des grands industriels, chargeurs et consommateurs dans la durée, on peut difficilement limiter la RSE à l'environnement. Donc on a fait vraiment le choix de l'environnement et de la société pour offrir un combo plutôt gagnant. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est aussi une demande de vos clients ou de certains de vos clients. Quand vous dites qu'il y a eu des challenges à relever, les freins ou les défis, c'était quoi ? Le fond du défi, ça reste le recrutement, ça reste le turnover, c'est un métier qui est compliqué et difficile malgré tout. Oui, donc quand on est dans une logique de CDI, de formation, etc., cette dimension-là, elle complique. Exactement, exactement. Mais on propose également à nos collaborateurs de rejoindre un projet, un projet avec une vision sur le long terme d'impact pour la société au sens très large. Karim Tarzaïm, votre usine, donc, elle est implantée à Montaigu. Vous l'avez, elle existe depuis combien de temps ? Quel choix vous avez fait ? Parce que quand on crée une usine, là aussi, on se pose la question de l'impact. C'est tout récent, hein, c'est pas un poisson d'avril. On a eu le bâtiment au 1er avril, puisque là, on était un petit peu limité en termes de place. Donc, on a dû augmenter forcément notre taille pour pouvoir placer cette activité, puisque ne serait-ce que stocker notre matière première qui sont les vélos, ça prend un petit peu de place. Donc là, on vient de basculer dans un bâtiment de 250 mètres carrés. C'est une activité qu'on a lancée début d'année, on arrive à le faire dans notre ancien bâtiment. Et là, pour l'organisation industrielle, on est obligé de passer sur du plus gros, forcément. Donc après, nous, on n'est pas très consommateur d'énergie, puisque pour démonter un vélo, il faut un pied et puis surtout de l'être humain. Donc nous, dans notre vision des choses, c'est principalement pour le moment démarrer calmement avec plutôt un savoir-faire technicien cycle. Et puis des gens qui veulent savent démonter un vélo et après le remonter à neuf. C'est surtout ça, en fait, notre métier à l'heure actuelle. Et alors, la question qui va avec, c'est la question de la filière locale de reconditionnement des vélos. Est-ce que cette filière, elle existe ? Est-ce que vous avez dû la créer ? Et puis, ça fait 3 questions en une, mais est-ce que vous êtes en concurrence avec d'autres réutilisateurs de vélos, en quelque sorte ? Alors, c'est un marché qui est quand même naissant, hein, puisque c'est... la plupart du temps, on a l'habitude d'acheter neuf et puis après de jeter. C'est une culture qu'on a acquis au fil des dernières décennies. C'est le Kleenex contre le mouchoir à lavable. Hein. Donc l'idée, on ne voit pas vraiment de concurrence à l'heure actuelle, surtout dans ce qu'on fait nous, où on applique ce modèle automobile sur lequel je me suis basé. Par contre, on voit bien des vélos reconditionnés qui sont en fait des vélos réparés. On voit des grands constructeurs automobiles qui changent de marque, mais en fait, ils font juste de la voiture d'occasion. En fait, après, il y a une grande couche quand même de marketing, de ce que j'appelle du greenwashing marketing, où on met une belle couche pour dire qu'on fait des trucs reconditionnés, mais en fait, c'est juste qu'on a réparé un vélo. Là, l'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle de l'upcycling. C'est vraiment faire une analyse du vélo, le remettre ce qu'on peut déjà utilisé, le remettre dessus, et ce qui n'est pas utilisable ou ce qui est sécuritaire, le repasser à neuf, et donc de passer d'un mécanique à un électrique, puisque l'électrique permet d'augmenter le range d'utilisation pour la plupart des gens. Oui, on en a fait un, il y a quelqu'un qui devait faire 30 km d'aller, 30 km le matin, 30 km le soir. Il y a des moments, il est bien content d'avoir un moteur électrique pour l'aider. Il y a des moments, il le coupe pour pouvoir faire du sport. Donc, je dirais que tout est possible. Nous, on est sur le paramétrage
assez personnalisé pour les entreprises, les collectivités et un petit peu pour les particuliers. D'accord. Et alors, je repose la question sur vous dites c'est quand même un business ou un phénomène naissant, mais ça veut dire que des vélos à récupérer, il y en a plein, c'est facile quand on est comme ça dans une logique de localisation, de circuit court? Oui, alors, c'est vrai que nous, on démarre, donc on n'a pas de difficulté. Oui, on a trouvé 300 vélos assez facilement. Après, moi, dans mes investisseurs, il y a des gens qui s'occupent d'éco-recyclerie. Donc, il y a plein de gens qui viennent déposer leur vélo gratuitement pour s'en débarrasser plutôt que de le jeter à la casse. Et donc, c'est toute cette filière-là, en fait, qu'on est en train de constituer. Parce que c'est simple, il y a plein de gens on a des vélos qui arrivent dans des casses et ils ont une chaîne cassée. Donc, en fait, il n'y a qu'à changer la chaîne et c'est reparti. Donc, c'est juste qu'on n'a pas forcément l'habitude de réparer et on a plutôt l'habitude de jeter. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas ce problème-là. Mais à terme, effectivement, il faudra qu'on se pose la question de la récolte de cette filière. Mais pour le moment, j'avoue, à notre niveau, parce qu'on ne fait pas non plus des quantités astronomiques, on n'est pas dans un mode industriel, on est dans un mode semi-industriel, artisanal, et on veut passer vers le semi-industriel. On n'a pas ces problèmes-là. Mais des vélos, je vous garantis qu'il y en a énormément dans les classes. Donc, on a des associations qui nous donnent des vélos, on en rachète aussi quand c'est des vélos un petit peu premium. Donc voilà, il y a des choses à construire, mais ça se fait plutôt bien. Stéphane Toutain, vous êtes installé à Paris dans un quartier qui est appelé l'Îlot Fertile. Pourquoi ce choix ? C'est un choix, là encore, de valeur, quelque part, au-delà de l'opportunité opérationnelle. C'est-à-dire que le foncier est plutôt extrêmement contraint en zone urbaine, et d'aller trouver des entrepôts pour nos besoins opérationnels, c'est plutôt rare, et adapté, c'est encore plus rare. Et là, on a la chance d'avoir un projet, je dirais parfait, quelque part, avec une opération qui est au niveau du sol, donc on n'a pas de question de monte-charge ou de rampe. On est dans un quartier qui a une volonté zéro carbone, avec une vraie vision de mixité. Et là encore, c'est quelque chose qui correspond parfaitement à nos valeurs. Et vous vous travaillez avec la Fédération de cyclo-logistique, c'est ça ? C'est quoi la Fédération de cyclo-logistique ? Absolument. Donc la Fédération de cyclo-logistique, c'est une jeune fédération professionnelle, comme Fédération professionnelle des transporteurs routiers, donc qui a été fondée en fin d'année dernière et qui a pour ambition d'essayer de professionnaliser un petit peu cette filière. Je suis au comité de direction de la fédération en question. Et l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de devenir un acteur à la fois professionnel, sérieux et responsable vis-à-vis de nos interlocuteurs classiques et traditionnels du transport. Dernier mot, Karim Tarzaim, sur la batterie, le fait que, parce qu'on l'a compris, vous vendez donc ces vélos reconditionnés, mais aussi des trottinettes électriques. La même batterie peut être utilisée dans les différents produits que vous proposez, c'est ça ? Oui, c'est ça, sur la première version, le principe, c'est de simplifier la vie des entreprises. L'idée, c'est plutôt d'avoir une espèce de cellule d'énergie à disposition à l'accueil dans des zones dédiées pour les entreprises. Et on choisit le véhicule en fonction de l'usage qu'on va en faire, parce que l'avenir, c'est pas d'avoir un véhicule qui fait tout, mais c'est bien d'avoir des plus petits véhicules qui, en fonction, si on fait du multimodal, la trottinette est plus adaptée. Si on fait du point A à point B sans rentrer le vélo dans un autre véhicule, c'est quand même c'est plus adapté. Et donc, avec une batterie, l'idée, c'est d'arriver à utiliser 3 véhicules, donc une draisienne électrique avec port de charge légère, une trottinette plutôt pour le multimodal, et un vélo reconditionné plutôt pour de la distance point A, point B, sans forcément le mettre dans un autre véhicule. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Maxime Savard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Myco, vous l'avez créé il y a 2 ans, c'est ça à peu près, avec Guillaume Mély-Darloz. C'était quoi l'idée de départ ? C'est quoi Myco ? Alors tout simplement, on a fait le constat avec Guillaume qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est extrêmement déconnectée de la vie sauvage, qui donc n'a pas envie de la préserver. Et on a trouvé que les baskets, elles symbolisaient parfaitement ce paradoxe. Aujourd'hui, pour expliquer, il y a 88% des baskets qui sont produites en Asie et qui illustrent vraiment le paradoxe de la mode qu'on voit partout dans les médias, qui détruit notre environnement qu'on chérit pour autant. Et donc aujourd'hui, avec Guillaume, on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et donc de prendre les baskets et de faire des baskets un moyen de nous reconnecter à la vie sauvage via des illustrations qu'on a notamment sur nos produits qui permettent aux gens d'avoir leur dose de vie sauvage quotidienne. Tous les jours, en prenant sa paire de baskets Myco, on a un flash de vie sauvage qui nous permet de penser à elle et de voir la protéger. Alors, il y a ça, qui est une vraie démarche, mais qui joue peut-être sur la psychologie, etc. Mais il y a aussi les actions de terrain, puisque chaque collection est associée à un écosystème menacé dans le cadre d'un programme qui s'appelle
Step Closer. C'est quoi Step Closer? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, le constat, c'est que malgré tout, les efforts qu'on peut faire sur la basket, et on le fait via nos matières, via les usines qu'on utilise au Portugal, on pollue quand même en produisant des baskets. Aujourd'hui, nos baskets, elles émettent 6 kg de CO2 contre 20 kg de CO2 pour une paire de baskets classiques produites en Asie. C'est déjà beaucoup moins. Donc c'est 3 à 4 fois moins. Ouais. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, on voulait quand même aller plus loin avec le programme MECO et donc préserver encore plus ces écosystèmes qu'on aime beaucoup. Donc vous en avez choisi, vous êtes quoi, en lien avec des associations, c'est ça? Aujourd'hui, on a 2 associations pour nos 2 premières collections. Donc une association associée à la Kiboko, notre première collection, et une association associée à la Kokopongo. Donc la première, elle soutient en Sumatra des écosystèmes liés notamment à la préservation des orang-outans. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème, les abris des orang-outans qui sont menacés d'extinction et donc on permet de protéger grâce à une association qu'on soutient via du temps mais également de l'argent, environ 5 € par paire aujourd'hui vendus directement pour elle. Ah d'accord, donc c'est une partie de vos bénéfices qui sont reversés. C'est ça. Aujourd'hui, on considère que c'est 30% de nos bénéfices qui sont reversés à ces associations. Okay. Et la deuxième association qui est en Tanzanie, qu'on a ajoutée en début d'année avec notre deuxième modèle, qui est la Kokopongo, qui elle s'occupe principalement des éléphants d'Afrique et plus particulièrement du couloir migratoire des éléphants d'Afrique. Et donc il y a le lien entre ce qu'on voit sur la chaussure et qui on aide, on peut vraiment faire ce lien, il y a cette cohérence. C'est une histoire que vous racontez en fait et que les clients peuvent raconter. Exactement. Ça. Exactement. L'idée c'est vraiment sur l'illustration qu'on a sur la basket, de représenter l'écosystème qu'on protège via celle-ci et donc d'amener le client à directement se faire sa propre histoire, à s'impliquer directement dans cette préservation et lui permettre d'en parler autour de lui via les échanges qu'il peut avoir dans ces différentes sorties. Alors, vous nous l'avez dit, les sneakers MECO, elles sont 3 à 4 fois moins, elles ont un bilan carbone 3 à 4 fois meilleur que les sneakers classiques. Comment vous faites ? Comment vous y arrivez à ça? Aujourd'hui, il y a 4 principaux points d'impact sur les baskets. Donc, il y a l'impact sur le bien-être animal, la préservation des ressources naturelles, l'exploitation de ressources énergétiques et la pollution via la fin de vie des produits. Et donc, nous, on a pris ces 4 points d'impact et on s'est dit avec Guillaume, comment on fait pour avoir la basket qui soit compétitive en termes de design vis-à-vis des grandes marques du marché et qui respecte au maximum ces 4 grands points d'impact. Donc déjà, il n'y a pas de matière animale? Exactement. Donc déjà, on n'utilise pas de matière animale. On produit au Portugal, donc en circuit court, avec que des matières recyclées et biosourcées. Notre matière principale aujourd'hui, c'est l'Apple Skin, qui est une matière faite à partir de déchets de pommes, mélangée à du plastique recyclé. L'atelier au Portugal fonctionne à l'énergie solaire. Donc ça, c'est un point qui est souvent méconnu des gens. Mais aujourd'hui, il y a toutes les paires qui sont fabriquées en Asie sont fabriquées dans des usines qui fonctionnent à charbon. Et aujourd'hui, nous, on a des usines qui fonctionnent à l'énergie solaire. Et on a également un programme de recyclage en fin de vie dans lequel on permet aux gens de nous renvoyer leurs paires de baskets et on en refait des semelles via notre atelier de semelles au Portugal. Atelier, vous nous l'avez dit, fabrication au Portugal. Le savoir-faire français, il s'est perdu. Vous ne pouviez pas tenir les mêmes objectifs en fabriquant en France? Alors non, il y a toujours du savoir-faire en France, dans certains bassins qui sont assez connus. Mais aujourd'hui, la problématique qu'on a, et encore plus dans le climat actuel d'inflation, c'est de pouvoir proposer des baskets aux gens qui soient compétitives en termes de prix vis-à-vis des grandes marques du marché. Et donc aujourd'hui, le meilleur compromis qu'on a pu trouver avec Guillaume, c'est de produire au Portugal, qui reste un grand bassin de la basket. Aujourd'hui, l'un des leaders, et notamment en Europe, le leader de la production, et qui nous permet d'avoir des prix qui soient compétitifs, donc c'est-à-dire entre 149 et 169 € vis-à-vis des grandes marques que tous les gens connaissent. Merci beaucoup Maxime Savard, à bientôt sur Smart et bon vent à MECO. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation et à la production, assisté de Marie Bia. Le réalisateur, c'est Mani Pezeshk, et au son, Alexis Oustavassidis. Salut à toutes et à tous.